Bonjour tout le monde, nous commençons aujourd'hui le deuxième univers de l'année, c'est-à-dire l'univers Terre et Espace. On a terminé l'univers matériel. Donc, dans l'univers Terre et Espace, on va parler de notre Terre, de sa structure interne et externe. On va parler de l'eau, on va parler de l'atmosphère, on va parler aussi de l'astronomie, c'est-à-dire les systèmes solaires, les astres, les étoiles, les galaxies. On va parler de sol et on va parler d'énergie aussi. Donc, mais on commence avec notre Terre physique, c'est-à-dire la structure interne pardon, de la Terre et la lithosphère. La lithosphère, comme on va voir un petit peu plus tard dans le PowerPoint, c'est la partie extérieure de notre Terre qui est rigide. Mais avant d'aller là, on va regarder notre Terre du haut, c'est-à-dire l'endroit où on est, nous, jusqu'au centre de la Terre, comment elle est constituée. Donc, dans ce document, structure interne de la Terre au début et par après la lithosphère, comme mentionné sur la diapo précédente. Structure interne de la Terre. Donc, en gros, si on regarde, si on fait une coupe de notre planète, de côté, on verrait qu'à partir de l'extérieur jusqu'à son centre, il y a trois sections principales, c'est-à-dire de l'extérieur, on commence par l'écorce terrestre, et après ça, un peu plus profondément, on a le manteau, et enfin, en plein centre de notre Terre, on a le noyau. Sur l'image qu'on voit ici, donc, on voit les distances comparatives qu'on peut observer. Alors, si on regarde la croûte océanique, qui est juste ici, la croûte continentale, qui occupe vraiment une très petite partie de la surface de la Terre, ce qu'on appelle l'écorce dans le fond. Là. Alors ça, c'est vraiment très petit comparativement au manteau, qui est formé du manteau inférieur et du manteau supérieur, qui représente une surface beaucoup plus importante, un volume beaucoup plus important, et en dessous, le noyau externe et le noyau interne, qui sont les deux parties centrales de notre planète. Donc, si on regarde d'une autre façon, avec une coupe comme celle-ci, donc on peut voir à la surface, donc on a la partie extérieure qui est la croûte, comme on mentionnait tantôt, la croûte terrestre. Et après ça, on s'enfonce un peu plus profondément et on voit les distances qui sont impliquées en milliers de kilomètres. Et aussi, on voit sur l'image qui est ici les températures. Donc, on passe rapidement d'une température moyenne à la surface de la Terre qui tourne autour de, on dit autour de 15 degrés à la surface de la Terre. Et plus on descend, plus on se rend compte que c'est de plus en plus chaud. On se rend compte ici, par exemple, dans le manteau inférieur, 2500 degrés, et ça va jusqu'à 5000 degrés, ici, dans le noyau interne. Donc, si on y va partie par partie, le noyau, pour commencer, au tout début, au 20e siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, certains croyaient que le noyau était solide, d'autres croyaient que le noyau était liquide. Finalement, aujourd'hui, on s'entend pour dire que le noyau est composé de ces deux états de la matière, c'est-à-dire le noyau interne qui est solide, donc la partie la plus intérieure de notre planète qui est solide, et le noyau externe qui est liquide. Alors, si on sait que le noyau intérieur est formé d'un métal très, très, très chaud au-dessus de son point d'ébullition, comme on va voir dans la prochaine diapo, on pourrait s'interroger sur la raison pour laquelle il est solide au lieu d'être gazeux. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus au cours des prochaines diapositives. Pourquoi notre noyau, qui normalement, la température où il est, ça devrait être un métal gazeux, on est dans les milliers de degrés, donc au-dessus du point d'ébullition du métal en question, et pourtant, on le retrouve dans l'état solide. Donc, noyau interne, solide, noyau externe, liquide, comme je vous mentionnais tantôt, et on voit au-dessus le manteau, et enfin la croûte terrestre qui prend vraiment une faible partie tout autour, une mince couche tout autour de la planète. Et je vous dirais que pour comparer, vous pouvez vous référer à une pêche. Donc, le fruit, si vous le coupez, vous avez la pleure qui pourrait être considérée comme l'écorce. Vous auriez toute la chair qu'on mange habituellement qui pourrait être considérée comme le manteau. Et enfin, la partie centrale de la pêche qui pourrait être considérée comme le noyau. Ça nous donne une idée approximative. Les proportions ne sont pas tous respectées, mais ça nous donne quand même une idée approximative de la structure interne de notre planète. Donc, commençons par le noyau interne qui est solide, principalement formé de fer
solide, donc principalement formé d'un élément du tableau périodique, le fer. La température moyenne à cet endroit-là, on a vu tantôt 5000, ça peut être 4500, tout dépendant de l'endroit où on est, donc autour de 4500 à 5000 degrés, ce qui est énorme. C'est 45 fois le point d'ébullition de l'eau. Le rayon, 1220 km, donc si on part du centre et on se rend jusqu'à la limite du noyau interne et du noyau externe, donc 1220 km, ce qui est l'équivalent à peu près d'ici à vous rendre jusqu'en Gaspésie, par exemple. Profondeur approximativement à 6000 km. C'est très profond et ça, c'est plutôt l'équivalent de la distance aller-retour Montréal-Vancouver. Donc, on peut réaliser à quel point c'est profond le noyau et que même si certains films de science-fiction nous ont permis de le visiter, dans la réalité, je ne penserais pas qu'on y arrivera un jour. On verra bien. Le noyau externe, lui, est principalement composé de fer aussi et de nickel. Donc, fer et nickel. Alors, je vous donne un acronyme qu'on utilise souvent pour s'en rappeler, NIF. Donc, NIF pour nickel et fer. On retrouve aussi des traces de soufre et d'oxygène. La température moyenne, légèrement plus froide ici, 3500 degrés. Son rayon, plus grand que celui du noyau interne, presque 2 fois, 2300 km. Le manteau maintenant, qui est au-dessus du noyau externe, divisé en 2 sections, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Le manteau supérieur, majoritairement liquide. On dit maintenant liquide, solide, c'est comme un entre-deux. C'est presque comme un plastique très, très, très flexible près du liquide. Ça varie énormément. Et c'est la région qu'on appelle l'asténosphère. Et je me rends compte ici qu'on a une petite faute de frappe. Asténosphère. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a des mouvements importants. Mouvements de convection dont on va reparler un peu plus loin. Et ces mouvements de convection dans le manteau supérieur sont responsables du mouvement des plaques tectoniques de la croûte terrestre à la surface de notre planète qui causent les volcans, les tremblements de terre, la formation des montagnes, etc., etc. Le manteau supérieur, principalement formé d'une texture, comme je viens de dire, liquide, solide, il y en a une petite partie au-dessus qui, elle, est solide. Donc, la petite partie du manteau supérieur est solide et elle fait partie de la lithosphère, qui est la partie très rigide de notre planète, la partie extérieure, comme on va revoir un peu plus tard à la fin de ce PowerPoint. Donc, à se rappeler, dans le manteau, un manteau supérieur et un manteau inférieur. Le manteau supérieur étant principalement ce à quoi on s'intéresse parce que c'est là qu'il y a l'asténosphère, dans lequel il y a un mouvement important de convection qui fait bouger la structure au-dessus, c'est-à-dire la croûte terrestre. Et cette partie rigide au-dessus du manteau supérieur qui bouge, bien, il y en a une partie que c'est le manteau lui-même qui se forme solide, comme on va voir plus tard, et ce qu'on appelle la lithosphère, donc combiné à la croûte terrestre. En dessous du manteau supérieur, il y a le manteau inférieur qui, lui, est situé au-dessus du noyau. On en parle pas plus qu'il faut, mais rappelez-vous que le manteau, en général, est formé de magma, c'est-à-dire de roches en fusion. Donc, le manteau constitue la plus grande partie du volume de la Terre. 81% de notre planète est formée du manteau. C'est la couche, comme je le mentionnais, entre le noyau et la croûte superficielle, c'est-à-dire la croûte terrestre. Il est formé de magma, roches en fusion, donc plutôt liquide vers les profondeurs et solide vers la surface pour contribuer à la croûte terrestre, ce que je mentionnais tantôt et qu'on va revoir en fin de PowerPoint. Si on regarde ici notre manteau, encore une fois, donc le texte qui est à côté, je vous le lis. Les variations de température du magma, c'est-à-dire la roche en fusion qui est dans le manteau chaud et froid, causent son déplacement horizontal et vertical. Donc, comme on l'a déjà vu cette année, par exemple, un liquide moins dense a tendance à aller vers le haut et un liquide plus dense à aller vers le bas. La même chose pour l'air. L'air chaud a tendance à monter et l'air froid a tendance à descendre. Eh bien, dans la sténosphère qui est au milieu, qui est dans la partie du manteau supérieur, qui est liquide solide, il y a ce même mouvement, c'est-à-dire un mouvement de roches liquides qui montent lorsqu'elles sont réchauffées par le centre de la Terre. Et lorsqu'elles se rapprochent de la Terre, elles redescendent, la surface, pardon, elles redescendent parce qu'elles sont refroidies. C'est ce mouvement qu'il y a constamment dans la sténosphère, dans le manteau. Donc, de la roche qui monte, qui descend, constamment. Et cette roche qui monte et qui descend va pousser sur la croûte terrestre et causer les phénomènes géologiques dont on va parler un peu plus tard. Donc,
comme je le mentionne dans le deuxième paragraphe à gauche, ce mouvement contribue au déplacement de la croûte terrestre et à l'apparition de phénomènes naturels tels que la tectonique des plaques, les tremblements de terre, l'orogénèse et les volcans. Donc, si on revoit le mouvement de convection dont je vous parlais dans la diapo précédente, c'est important ce mouvement-là. Donc, vous voyez toute la partie qui est au-dessus, donc cette partie-là ici, ça c'est la croûte terrestre sur le dessus. Et on a ici cette partie-là, qui est la partie du manteau supérieur qu'on appelle la sténosphère. Donc, je vous l'écris encore une fois, la sténosphère. Je n'oublie pas le S ce coup-là. Donc, c'est la partie du manteau qui est liquide solide, si on peut dire, donc liquide solide, et dans lequel il y a un mouvement constant de la roche en fusion qui est là, c'est-à-dire le magma. Le magma, c'est un peu ce que vous voyez sortir des volcans, de la lave. Okay? Donc, étant donné qu'en dessous du manteau, c'est le noyau qui est très chaud, le noyau très chaud va réchauffer le manteau, le magma, et ce magma-là, en se réchauffant, comme on le voit là-dessus, va avoir tendance à monter. Il va se rapprocher de la surface et là va être refroidi. Et qu'est-ce qui se fait lorsqu'il est refroidi? Sa densité augmente et il redescend vers le bas. Et vous voyez, c'est ainsi partout dans le manteau. Donc, réchauffement, refroidissement, on redescend, réchauffer, on remonte. Tout ça parce que lorsqu'on réchauffe une substance, elle a tendance à être moins dense, donc elle monte. Et lorsqu'elle est refroidie, elle a tendance à redescendre. Donc, c'est un mouvement perpétuel, comme un convoyeur un petit peu, si on peut dire, dans ce manteau-là. Donc, pendant que je vous parle, pendant que vous êtes à la maison en train d'écouter cette capsule, à quelques milliers de kilomètres sous vos pieds, il y a ce mouvement perpétuel, constant, de magma qui monte, qui descend et qui pousse sur la croûte terrestre et qui finit par créer des failles, des montagnes, des volcans, des tremblements de terre. Ici, je vous parle de schéma de concept. On fait une petite pause sur le contenu pour vous mentionner que régulièrement, dans l'univers Terre et Espace, on va vous demander, quand vous aurez l'occasion de le faire, de vous faire des schémas de concept. Un schéma de concept, comme vous le saviez, c'est un système où ce que vous faites des diagrammes, des bulles avec des concepts dedans qui sont reliés les uns aux autres. Autrement dit, c'est une façon de résumer très facilement de nombreux concepts vus dans un PowerPoint, par exemple, dans un cours. Donc, ça permet de résumer en une seule page les différents concepts en quelques mots. On ne les met pas en phrases complètes, on les met en quelques mots qui sont reliés les uns aux autres au niveau des liens qu'ils peuvent avoir. Donc, par exemple, ici, aujourd'hui, si on faisait un schéma de concept, on pourrait avoir un schéma de concept qui dirait principalement structure interne de la Terre. Et là, on pourrait partir une flèche de là qui nous donnerait d'un côté le noyau, de l'autre côté le manteau, de l'autre côté l'écorce. Et on pourrait séparer les différentes parties qu'on vient de voir avec l'information qu'on a appris aujourd'hui. Ça permet de résumer toutes les informations vues dans un seul grand diagramme. Il peut être fait à partir de l'application Simple Mind et vous l'avez aussi sur l'application Inspiration. Donc, vous avez peut-être déjà utilisé des réseaux de concepts dans d'autres cours. Alors, si oui, tant mieux, vous le connaissez déjà. Sinon, c'est très facile d'utiliser. On aura l'occasion, lorsqu'on se verra en classe, de le regarder ensemble. Je pourrais vous donner un peu plus de précision. Mais je vous encourage fortement, dans les PowerPoint, à partir de maintenant, de vous faire des réseaux de concepts à tous les cours, à tous les 2 cours, qui vous permettent de faire un résumé, qui vous permet de vérifier ce que vous avez appris. Vous pouvez facilement, et ça va me faire plaisir, vous pouvez me les montrer, me les envoyer. Je pourrais vous les commenter pour vous dire s'ils sont bien faits, s'il n'y a pas des concepts que vous avez oubliés. Et ça devient des outils indispensables pour préparer une évaluation par après. Ça vous permet de vérifier si vous comprenez bien ce qui a été présenté. Donc, je parle à ceux qui ont peut-être un peu de difficulté à comprendre les concepts facilement, qui ont la difficulté de temps en temps à organiser leurs idées, leurs concepts dans leur tête. Avec ça, ça nous permet de structurer tout ça et je vous le dis, c'est un outil qui peut être très, très pratique pour mettre de l'ordre dans vos idées lorsque vous voulez faire un résumé un peu de la matière qui a été vue. Donc, on en reparlera au prochain cours lorsqu'on sera en présence, mais il n'y a rien qui vous empêche entre-temps d'en faire un à partir des diapositives précédentes qu'on a vues dans PowerPoint. La croûte terrestre, donc on a parlé du manteau, on a parlé du noyau, on est rendu à la croûte terrestre, celle qui nous intéresse. Pourquoi? C'est parce que c'est celle sur laquelle on vit. Et
Regardez à quel point elle est petite. Elle représente seulement 2% du volume de la Terre, tandis que le manteau, c'est 81%. Donc, faites vos calculs, il reste 17% pour le noyau. Donc, 2% la croûte terrestre. C'est là qu'on retrouve la totalité des espèces vivantes, les ressources dont on a besoin pour survivre, autant les ressources animales, végétales que minérales. Elle est formée principalement de la croûte océanique dans le fond des océans et de la croûte continentale qui est en dessous des continents, c'est-à-dire la partie sur laquelle vous êtes. Elle s'étend jusqu'à une profondeur qui peut varier de 33 à 70 km. Et sa température moyenne, on parle ici de 5 degrés, mais ça peut aller jusqu'à 15 degrés à certains endroits, tout dépendant d'où on se situe sur notre chère planète. Donc, la croûte océanique, c'est ce qui constitue le fond des océans et qui se prolonge sous les océans, principalement formé de silice, un élément du tableau périodique, et de magnésium. Et on met un acronyme pour s'en rappeler, on appelle ça SIMA, silice, magnésium, pour bien s'en rappeler. La combinaison du magnésium et de la silice est à la base de la roche qu'on appelle le basalte, qui est en très grande quantité. Donc, dans le fond des océans, on a la croûte océanique qui est formée de silice et de magnésium, deux éléments du tableau périodique principalement, et qui forment ensemble une roche qu'on appelle le basalte. Et le truc qu'on vous donne pour vous rappeler de la silice et du magnésium, c'est l'acronyme SIMA, qui peut vous aider à vous en rappeler. La croûte continentale, elle, représente la surface des continents. Elle est principalement formée de silice aussi, sauf que ce n'est pas du magnésium, mais de l'aluminium qui constitue le deuxième élément. Et c'est pour ça que son acronyme qu'on utilise, SIAL, silice, aluminium. Et ces deux éléments-là, ensemble, forment ce qu'on appelle quelque chose que vous connaissez, du granit. Donc, la croûte continentale est principalement formée de granit, du granit qui est une roche qu'on utilise beaucoup. Il y en a qui s'en servent pour des comptoirs, des aménagements à l'extérieur et tout ça. Ça se retrouve en très grande quantité et c'est quelque chose qui est utilisé en abondance. Donc, on se rappelle, la croûte continentale formée de silice et d'aluminium. Ce silice et cet aluminium ensemble forment ce qu'on appelle la roche, le granit. Et le truc pour se rappeler de ces deux noms-là, c'est l'acronyme qu'on a inventé, c'est-à-dire le SIAL. En terminant, la lithosphère. Donc, la lithosphère signifie sphère de pierre. Et c'est l'enveloppe rigide terrestre la plus superficielle, donc qui est constituée, comme on vient de le voir, de la croûte océanique ou continentale, ou les deux, donc la croûte terrestre, et aussi de la partie superficielle du manteau. Qu'on avait vu tantôt, il y a une partie au-dessus du manteau liquide, très mince, qui est un manteau rigide, donc dur. Alors, la lithosphère, c'est la partie rigide de notre planète à l'extérieur qui est formée de la croûte terrestre et de la partie superficielle du manteau qui est rigide. Donc, la lithosphère est formée de trois choses, la croûte océanique et ou continentale et aussi la partie superficielle du manteau qui est rigide. Donc, c'est une couche très, très mince. Sur l'image qu'on voit ici, on regarde que la lithosphère est représentée par ici, par la petite flèche qui est là, dans laquelle on voit la partie superficielle du manteau, qui est rigide, et on voit la croûte continentale et la croûte océanique. Donc, tout ça ensemble, ça forme ce qu'on appelle la lithosphère. Et comme on va voir plus tard, qu'est-ce qu'on trouve dans cette lithosphère? C'est toutes les plaques tectoniques qui sont divisées sur notre planète et qui font en sorte que notre sol bouge fréquemment pour créer des volcans, des tremblements de terre, des failles, la création de montagnes aussi. Donc ça, c'est notre lithosphère, un sujet dont on aura l'occasion de reparler lorsqu'on parlera des phénomènes géologiques courants qu'on retrouve à la surface de notre planète. Donc lithosphère, surface rigide de notre planète, pas juste la croûte terrestre, mais la partie rigide supérieure du manteau supérieur. Et petit retour sur la sténosphère. Donc, c'est la partie liquide du manteau supérieur, donc qui est en dessous de la partie rigide. Et c'est dans cet endroit-là qu'on a, comme je vous le disais tantôt, les mouvements de convection, c'est-à-dire le magma qui monte, qui descend, parce qu'il est réchauffé et par après, parce qu'il est refroidi. Donc, les deux termes
Important, asténosphère, lithosphère, on en fait des diapos séparés qu'on vous représente même parce que c'est des termes nouveaux pour vous, donc ne pas confondre les deux. L'asténosphère, c'est vraiment ce qui correspond à la partie du manteau supérieur qui est liquide, dans lequel il y a un mouvement de convection. Mouvement de convection veut dire qu'il monte, qui descend, qui monte, qui descend constamment. Comme l'air le fait aussi, hein, les ouragans, c'est de l'air chaud qui monte et de l'air froid qui descend. Bien, on a la même chose dans le manteau, sauf qu'au lieu d'être de l'air, c'est un liquide solide, visqueux, si on peut dire, qui a tendance à se déformer, à monter quand il est réchauffé et à descendre lorsqu'il est refroidi. Alors, ça termine le PowerPoint en question. Donc, bonne fin de soirée.